D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout seul, oui. Ce soir, nous allons terminer la deuxième partie de la perversion du côté femme, du côté, oui, c'est ça. Avant que les trois séances qui vont rester jusqu'à l'été, se donneront lieu à une espèce de triptyque, donc trois volets sur un même thème. Ça sera le thème de la perversion tel qu'on l'a traité jusque-là, jusqu'à ce soir, mais élargi. Ça aura donc un aspect un petit peu sociologique. Ça sera élargi à la société, mais comme disait Freud, entre la psychologie individuelle et la psychologie collective, c'est la même chose. Donc ce soir, deuxième et dernière partie concernant la perversion et les femmes. C'est intitulé Pourquoi a-t-on voulu faire échapper les femmes à la perversion? C'est le même titre que la dernière fois. Ou de la grandeur perverse de toute femme. Donc, deuxième partie. Nous ne ferons pas ici tourner les grands moulins théoriques. Nous prélèverons seulement un peu de leur farine. Deux grands élèves de Lacan de la première période, Vladimir Granov et François Perrier, présentent leur travail en 1960 au Congrès d'Amsterdam sur la sexualité féminine. Celui-ci s'intitule Le problème de la perversion chez la femme et les idéaux féminins. Sur le sujet de la femme perverse, entre guillemets, voici comment ils introduisent leurs propos. Nous serons, pour notre part, enclins à admettre qu'en dehors de l'homosexualité, voie particulière où s'engage la sexualité féminine, plutôt qu'elle ne s'y pervertit, si nous prenons comme modèle structural de la perversion sexuelle la perversion spécifiquement masculine du fétichisme, il n'y a pas chez la femme à proprement parler de perversion sexuelle. Nous dirons aussi que la relation perverse qui, chez la femme, existe assurément, ne se saisit pas d'une façon significative dans la relation sexuelle elle-même. Nous écartons en effet toutes les variantes par rapport à une norme de comportement fixée apparemment dans une ère culturelle donnée, disent les auteurs. L'investigation nous montre d'ailleurs le caractère difficile à préciser de pareilles normes. Et pour peu qu'un tel examen aille jusqu'à devenir statistiquement valable, il dévoile cette norme comme se confondant avec ce que l'aptitude polymorphe que Freud prête aux femmes rend possible. C'est en souligner à la fois les limites et la banalité. Nous ne retiendrons pas plus telle singularité instrumentée que la relation sexuelle peut, à l'occasion, devoir à l'industrie des hommes. Nous serons moins étonnés de voir qu'à ce niveau, la femme n'est rien à pervertir. Nous inscrirons les déficiences, les anaphrodisies variées, anaphrodisies c'est le manque de désir, hein, les anaphrodisies variées au registre de la symptomatologie névrotique, dont la frigidité réalisera sur le plan sexuel le type achevé. Ceci nous amènera, disent les auteurs, à évoquer une certaine forme de perversion du narcissisme d'une part, du maternage d'autre part. Voilà. Je vous reposerai, du verbe se reposer, je vous reposerai aujourd'hui de Lacan en vous parlant à partir de ses élèves, de ceux qui ont beaucoup travaillé la question que nous traitons ce soir. Nous serons, pour notre part, enclins à admettre qu'en dehors de l'homosexualité, j'insiste, particulière où s'engage la sexualité féminine, plutôt qu'elle ne s'y pervertit,
Si nous prenons comme modèle structural de la perversion sexuelle la perversion spécifiquement masculine du fétichisme, il n'y a pas chez la femme à proprement parler de perversion sexuelle. Nous, nous dirons aussi que la relation perverse qui chez la femme existe assurément ne se saisit pas d'une manière significative dans la relation sexuelle elle-même. Disent donc Vladimir Granov et François Perrier dans Vladimir Granov et François Perrier, Le désir et le féminin, Paris-Aubier, la psychanalyse prise au mot, 1991. On aurait alors trois propositions. Première proposition. Il n'y a pas chez la femme, à proprement parler, de perversion sexuelle. 2. Néanmoins, l'homosexualité féminine est une voie particulière où s'engage la sexualité féminine. La dite sexualité féminine ne saurait ici cependant s'y pervertir. 3. Et pourtant, la relation perverse existe chez la femme, mais celle-là ne se saisit pas d'une manière significative dans la relation sexuelle elle-même de celle-ci, de la femme. Concluons logiquement avec les auteurs, la femme serait donc une perverse hors sexe. Ou alors, il faut bien admettre que l'on veut faire échapper les femmes à la perversion. Car la logique ci-dessus ne ressortit-elle pas de l'histoire que raconte Freud du fameux chaudron percé? Je pense que tout le monde le connaît ici. Quand on veut trop persuader, preuve ou logique à l'appui, on sème plutôt le doute sur le bien fondé de ce que l'on avance. Et l'allure que prennent les démonstrations des auteurs ne sont pas seulement en contradiction avec l'expérience, mais encore, elles ressemblent étonnamment à la phrase d'Octave Manoni pour désigner la structure perverse. Je sais bien que les femmes n'ont pas de pénis, ici que les femmes ne sont pas perverses, mais quand même, elles en ont un, ici, elles le sont perverses. Concluons au carré, elles le sont, mais autrement. Quel est ce mode de rapport à la perversion qui serait spécifique des femmes? Reprenons le cas de l'homosexualité féminine. La femme homosexuelle ne peut renoncer à avoir le phallus qu'elle n'a pas, tout en se soustrayant à la dialectique du don phallique telle que celle-ci se joue au niveau de l'échange dans l'hétérosexualité, je dirais ordinaire. Mais où est le phallus? Elle sait, nolens volens ou volens nolens, le voulant, bon, ne le voulons pas, qu'elle s'y retrouve chez celui qui n'est pas sans l'avoir. Deux points, le père. Mais elle sait trop bien aussi que celui-ci n'a jamais su vraiment faire la preuve qu'il l'avait bien. Elle, elle est celle qui y remédie. Elle sera donneuse de phallus à une femme, son amante. Elle montrera et démontrera à l'homme, au père, mais aussi sous le regard de tout homme, comment on aime et comment on satisfait, disons-le plus crûment, comment on fait jouir une femme en s'attribuant les insignes de la virilité, en s'identifiant à un homme, un vrai, un non castré. Mieux qu'un homme, puisqu'elle n'a pas besoin de pénis. Elle fera jouir une femme et jouira d'elle. Elle est cette femme qui peut combler le manque d'une autre femme sans avoir concrètement l'objet qui est supposé combler habituellement ce manque. L'homosexuel est donc toujours cet être qui est dans la prouesse, la performance. Elle représente et exploite l'imaginaire d'être cet incastrable phallus pour l'autre femme. Elle est encore une perpétuelle donneuse de leçons à l'homme, et derrière celui-ci au père. Regarde comment moi, seul,
Je sais la faire jouir. Je sais, du côté du savoir. Incapable châtré que tu es, malgré tes attributs phalliques, à la manque. Toujours existe la nécessaire présence de cette référence au tiers masculin, qui doit être le témoin incontournable du défi infini que l'homosexuel lance aux hommes, tous castrés. Car c'est à travers cette médiation masculine, en position tierce, d'un masculin toujours supposé porteur des symboles de la phallicité, que va venir se poser la question fondamentale de l'essence même de la féminité dans son rapport à l'énigme du féminin. Car c'est, à notre sens ici, toute la problématique de la perversion féminine qui vient y trouver son fondement, c'est-à-dire son angoissante interrogation à laquelle elle fait réponse en confondant la féminité et le féminin, plus précisément en rabattant le féminin sur la féminité. C'est la féminité et elle seule, débarrassée de l'embarrassante question du féminin, que, si elle l'abordait vraiment, elle risquerait elle-même, l'homosexuel, d'en être éclaboussée. C'est la féminité, disons-nous, qui est son objet de désir, son objet manquant. Alors, c'est toujours sous le regard quelque part d'un homme que l'homosexuel fait jouir sa partenaire. Car cette jouissance qu'elle lui procure, elle la considère et la mesure toujours à l'aune de celle qu'un homme, que l'homme serait susceptible d'offrir à son amante, à son aimé. L'homosexuel défie l'homme, tout homme, et à travers lui défie le père. Car elle seule sait, c'est du côté du savoir, on l'a déjà vu pour la perversion, car elle seule sait ce qu'est la féminité d'une femme. Cette féminité qui, justement, à elle, lui manque. Je dis bien à elle, mais pas à l'autre, puisqu'elle, l'homosexuel, la lui assure. À elle, l'autre femme, l'aimer, cette féminité. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce au fond que la féminité? L'absence du pénis sur le corps de la mère est une découverte tragique pour le sujet assujetti à la perversion. Il ne peut qu'y opposer son refus catégorique à ce manque. Il ne veut ainsi rien savoir de ce que la psychanalyse nomme depuis Freud la castration. Pourtant, la castration possède un gros avantage. Elle fait surgir, par son fonctionnement même, l'objet du manque, c'est-à-dire du désir. Sans la castration, pas de manque, donc pas d'objet du manque, et consécutivement, pas d'objet du désir qui risque tant soit peu de mettre en branle, de mettre en route le sujet vers son objet. Selon une grande élève de Lacan, version première période, ces grands élèves tels que Perrier, qui quitteront Lacan, Granoff l'a déjà lâché en 1963, Vladimir Granoff, mais là, Perrier et d'autres vont le lâcher au moment de l'invention de la passe de 1967 et l'adoption du texte définitif sur la passe en 68-69. Ils vont le lâcher pour former ce qu'on appelle communément le quatrième groupe. Donc, une grande élève de Lacan de cette époque, Pierra Olagnier Sperani à l'époque, pour la nommer, pense que l'origine de la question de la féminité est à situer au point même où émerge la question tragique du sujet assujetti à la perversion dans sa vision du manque sur le corps de la mère. Pierra Olagnier le dit ainsi: ce que serait la féminité, dans un article remarquable de 1967, la féminité serait quoi?
serait le nom donné par le sujet du désir à l'objet là où il ne peut se nommer parce que manquant. Piera Orlegni Sperani remarque sur la féminité et ses avatars, In, le désir et la perversion, page 57-89, ouvrage collectif, Paris, Seuil 67, page 69, là, ce que je viens de citer, page 69. Je répète, la féminité serait le nom donné par le sujet du désir à l'objet là où il ne peut se nommer parce que manquant. C'est l'écriture de l'époque des élèves de Lacan. C'est pas du Lacan, hein. Oui, c'est pas écrit pareil. C'est pour ça que certains vont former le quatrième groupe. La féminité, c'est donc quelque chose, comme le montre fort bien l'homosexuel, vis-à-vis de sa partenaire de jouissance, quelque chose qui se reconnaît, quelque chose qui a un besoin impératif d'être reconnu, nommé par l'autre, grand A, d'être nommé par l'autre. Une femme ne peut pas savoir qu'elle est féminine, qu'elle a une féminité, si ce n'est que parce que un ou une autre, grand A, le lui dit, la lui reconnaît cette féminité, la lui enseigne, la lui montre, la lui désigne, la lui fait éclore. L'autre grand A, l'autre du désir, l'autre grand A désirant est un homme généralement. Mais une femme tout aussi bien fait l'affaire, encore mieux quand elle est animée d'un désir homosexuel. Car une femme animée d'un désir hétérosexuel le peut moins, car elle est tout de suite évidemment en compétition, voire en rivalité sur cette question de la féminité. Faux jeton tout de suite dans l'envie, l'invidia des latins, l'envie ou l'invidia, c'est-à-dire de la tâche, c'est ça que ça veut dire, invidia et envie. Hein, quand vous avez une envie sur le bras, c'est parce que ça fait une tâche, et c'est l'invidia des latins, c'est-à-dire de la tâche donc, de quelque chose qui fait tâche, insulte, qui saute à l'intérieur, insulte par définition. Donc c'est une crépeuse de chignon potentielle si elles sont dans l'hétérosexualité. Compétition. Alors, seul le désir de l'autre, je disais, grand autre, seul le désir de l'autre, dans le mouvement même de son aveu, de sa déclaration, peut signifier à une femme si elle possède une ou sa féminité. Cet autre, grand A, répétons-le, peut tout aussi bien être un homme hétérosexuel qu'une femme homosexuelle. Mais alors, dans ce cas, la même féminité? C'est une question. Néanmoins, seul l'aveu du désir compte pour que celle-ci, une femme, reçoive l'investiture de sa féminité. Car, pourrait-on dire, sa féminité, c'est cet objet qui manque à l'homme, comme à l'homosexuel, qui fait l'homme mieux qu'un homme, dit-elle. Quand elle est assurée de la posséder, cette féminité, quand elle est sûre, par l'expérience amoureuse et sexuelle, d'en être investie de cette féminité, elle suscite donc l'envie, dont Freud y avait repéré là comme une constante type qui caractérisait pour lui la structure féminine. Être femme au sens de la féminité, c'est être immédiatement sujette à l'envie qui peut surgir à la rencontre d'une autre femme. Piera Olanis aura dans ce même texte cette formule saisissante: la féminité, dès son surgissement, partage avec le pénis le privilège d'être par excellence l'objet de l'envie. Page 70. L'envie du pénis, c'est ce qui s'exprime dans et par la revendication phallique de l'homosexuel. L'envie de pénis, c'est son envie de la féminité. La féminité de l'autre femme, grand A, l'autre femme, c'est son phallus à elle. La féminité de l'autre femme, c'est son phallus à elle. D'où sa vénération et sa prostration devant la féminité vénérée de l'autre, grand A, et son extrême jalousie immédiate vis-à-vis de qui s'approche de son aimé, de son amante.
de qui s'approche d'elle armé de son désir, femme ou homme. La féminité de l'autre femme, avec un grand A, c'est sa propriété. Elle lui appartient. Elle est partie intégrante de son corps à elle, de son image du corps à elle. Tout se joue en ce domaine de la perversion, côté homme et côté femme, dans le champ d'exercice de l'ambiguïté. Très archaïquement, l'homosexuel, disent Granoff et Perrier, puis Vladimir Granoff et François Perrier, a trop aimé son père, mais elle l'a trop aimé au sens où elle a trop aimé sa mère, de cet amour dont elle n'a pu supporter l'inexorable et trop sévère frustration. Elle n'a donc pas renoncé à l'objet du choix incestueux. Elle l'a perdu, abandonné, au sens où elle a rejeté son amour pour sa mère. Mais cet objet n'a pas pour autant disparu. Il est venu s'ériger dans son moi, qui se fascine aussi, qui se façonne sur le modèle de l'objet disparu. Elle introjecte les qualités de l'objet d'amour qui, dans son moi, est surinvesti. L'objet de son amour devient support de son identification masculine. Elle revêtira les insignes du père, ceux de la masculinité, et quand un sujet se parle des insignes de ce à quoi il est identifié, il se transforme et devient le signifiant de ces insignes. Ces insignes seront employés vis-à-vis de celle à laquelle ils ont menti quand ils étaient portés par le père, laissant sans réponse l'appel de la mère qui n'a pas le phallus, à celui qui devrait l'avoir s'il n'était castré, laissant ainsi béant ce manque qui intéressera l'enfant au-delà de sa mère. Or, la fille peut maintenir envers et contre tout qu'elle possède le phallus, comme image dans ce qu'elle représente. Vladimir Granoff, François Perrier, Le désir et le féminin, etc., etc. La psychanalyse, page 87, 91. L'homosexuel n'est pas là, n'est-ce pas là la définition avec laquelle nous travaillons? L'homosexuel se propose en tant qu'objet susceptible à coup sûr de combler le manque en l'autre, grand A. Le manque de l'autre femme, grand A. De l'autre, grand A, en tant que femme, c'est-à-dire quod matrem, en tant que la mère. Elle ne fait alors que renouer avec ses anciennes et premières amours, en retrouvant, même si cela lui reste inconscient, la mère manquante dans son amante, dans son aimé, comme l'autre femme, grand A. La femme autre, grand A, qu'on peut écrire aussi comme ça. Elle se fait ainsi l'objet comblant de ce manque, l'objet même qui, à elle aussi, lui manque. Chose extraordinaire, il lui manque cet objet, et cela ne l'empêche en rien de le donner. C'est ça l'amour. Cet objet qu'elle n'a pas, de lui donner à l'autre femme manquante. Prouesse, virtuosité, avions-nous énoncé, de cet homosexuel, pour l'écrire comme Lacan, homo, H-O-2-M-O, sexuel, homosexuel, pour bien faire entendre qu'il y a de l'homme là-dedans, homosexuel, qui donne et accomplit au regard de tout homme ce que celui-ci, et en dernière limite le père, ne saurait en aucun cas réaliser. Mais la question que nous sommes légitimement en droit de nous poser est alors celle-ci. S'agit-il pour autant avec l'homosexuel de perversion? Pour les auteurs, tout se passerait plutôt comme si une femme engagée dans sa sexualité homosexuelle actualisait son investissement libidinal, comme on vient de le voir à l'instant, sans jamais rien avoir à pervertir, comme disent Granoff et Perrier. Alors, comment en arrive-t-on à un tel déni, pour l'appeler par son nom? C'est une question ici de définition et de logique d'approche de la question des perversions que nous traînons après nous depuis le début freudien.
Si du point de vue d'une approche structurale des perversions, le problème que posent les perversions n'a de pertinence qu'au regard de la sexualité, c'est-à-dire de l'existence de perversions sexuelles, c'est-à-dire de l'existence de perversions, c'est ça que je viens de le dire, c'est-à-dire encore du déni de la castration, alors une femme n'a rien à pervertir, une femme ne peut pas être fétichiste, une femme ne peut craindre l'absence de pénis n'en étant pas pourvue dès le départ. L'horreur de la vision apéniale, A privatif, apénial, pas de pénis, du corps de la mère, ne serait une horreur que pour le garçon, qui s'en remparderait perversement en inventant le fétiche. La femme échapperait à cette vision horrifiante et n'aurait ainsi rien à pervertir en devenant fétichiste. Le fétichisme étant conçu comme le noyau, le basal de toute perversion. On voit bien ici que c'est une question d'approche définitionnelle de la perversion qui obère toute possibilité conséquente d'attribuer à une femme un statut d'assujetti à la perversion. D'où les contorsions des auteurs. Graneuf, Perrier, Aulagnier, jusqu'à Joël d'Or, pour ne pas dire perverses les femmes, mais pouvant cependant cultiver et développer la relation perverse. En pervertissant quelque chose, tout de même, en pervertissant quoi? Réponse en pervertissant leur libido, ce qui n'est pas rien. Et elle s'étaye pour cela des perversions sexuelles qu'elle instrumentalise, mais qui resteraient l'apanage des hommes. Pourtant, nous avons appris que la castration concernait autant les femmes que les hommes. Mais, disent ces auteurs, elle ne les interpelle au premier chef qu'en tant qu'elle menace et marque l'autre qu'elle désire. Graneuf et Perrier s'expriment ainsi. Pour la femme, les coordonnées ne peuvent pas être les mêmes, mais ce schéma peut nous servir si nous soulignons d'abord et les privilèges de la fille par rapport à la loi et le fait que la castration ne la concerne qu'en tant qu'elle menace ou marque l'autre dont elle attend son bonheur. Graneuf-Perrier, page 91-92. Les femmes, qu'on se le dise, auraient comme ça quelques privilèges en ce domaine. Un privilège par rapport à la loi de la castration, mais d'autres aussi, telle cette aptitude non à se pervertir elle-même, comme l'homme en somme, mais à pervertir sa libido. Page 90, à pervertir sa libido, comme s'expriment encore Graneuf et Perrier. Et ce, sur deux versants, le narcissisme et le maternage. Étudions d'abord le narcissisme. Les auteurs remarquent qu'à défaut d'être fétichiste, la femme peut toujours se constituer et s'offrir à l'autre, grand A, comme fétiché. Le mot est de Lacan, prononcé à son séminaire du 6 février 1957. Mais alors, en ce cas, ne peut-on pas parler de perversion? Il semblerait bien, et l'on se met à dire ainsi en cet exemple, perversion du narcissisme. Une femme se met à devenir pour elle-même, qu'il faut sans doute écrire elle-même, M'-A-I-M-E, du verbe aimer, pour elle-même son propre fétiche. Comment cela se passe-t-il? Elle offre son corps dans des relations multiples, disparates, éclectiques, nymphomaniaques, à la jouissance sexuelle d'un homme, puis d'un homme, quand ce n'est pas plusieurs hommes en même temps. Elle érotise son corps fétiche, son corps fétiché, qu'elle livre alors à l'homme. Mais l'homme ne se réduit ainsi qu'à sa pure fonction instrumentale. Elle fascine ainsi les autres femmes, les éblouit et les laisse méduser, bien que jalouses, dans l'envie, l'invidia.
car cette femme fait tache parmi les autres femmes. Citons encore directement Graneuf et Perrier. Si elle n'est pas fétichiste, elle peut être fétichée, de par la dialectique de l'être et de l'avoir. Mais l'important est peut-être de comprendre par quel mécanisme ceci peut s'organiser. Il est à notre époque une histoire de moins en moins exceptionnelle, on est en 1960, qui est celle de la chirurgie esthétique. Elle a parfois valeur exemplaire. Tel sujet féminin embarrassé dans le modelage de sa statue, de son ego imaginaire de girl phallus, par un avoir anatomique disgracieux, peut se trouver nanti d'une imago reformée du jour au lendemain. Le splitting de l'ego que fonde l'intervention esthétique est toujours profondément et irréductablement marquant pour la personnalité de la femme. Ceci n'est qu'un exemple, mais qui peut concrétiser la situation plus générale où, dans l'être et non plus dans l'avoir, la femme devient à elle-même son propre fétiche. C'est son corps fétiché qui a des relations sexuelles avec un homme toujours instrumental et toujours rejeté dès qu'il tente d'assumer au niveau symbolique sa filiation phallique et son rapport à la loi, dans le tu es ma femme. Là, il est rejeté. C'est dans ces rapports hétérosexuels souvent multipliés, d'où la jouissance peut ne pas être exclue, sans pourtant être jamais épanouissante, que ce type de femme trouve son seul mode de défense possible contre une homosexualité latente. Cette homosexualité vécue lui est inaccessible. Lorsqu'elle y cède, le traumatisme qui s'ensuit peut créer de ces symptômes si difficilement réductibles par l'analyse et si près de la psychose. Nous voulons parler de ces cas où la décompensation narcissique, toujours liée à l'absence d'une instance phallique agissante au niveau symbolique, aliène la femme dans des jeux de glace où la dépréciation faciale, voire la fascination par des plaies punctiformes post-acnéiques, n'est que le déplacement d'une masturbation traquée dans un miroir, lequel ne réfléchit que la béance létale d'une énigme narcissique insurmontable. Oui, on écrivait comme ça à l'époque. Voilà pour le narcissisme. On peut pas, on pourrait développer, hein. Parlons maintenant du maternage. Graneuf et Perrier insistent sur la dimension réellement pervertissante que peut prendre la relation d'une mère avec son enfant. Ils disent, certes, en tant qu'absent ou imaginaire, tel qu'il est pris dans le fantasme, alors ils écrivent à l'époque fantasme, Phantasme, sans doute pour le faire entendre du côté du phallus, fantasme. Je répète, certes en tant qu'absent ou imaginaire, tel qu'il est pris dans le fantasme, l'enfant pourrait être un des éléments signifiants pivots de la névrose maternelle, mais pour autant qu'il est aussi d'abord objet réel manipulable, il se prête de façon unique au versant pervers des aptitudes féminines. L'enfant peut être donné à la femme comme le phallus qui lui manque. Il pourra, nous l'avons vu, se faire devenir pour sa mère ce phallus, si le versant privatif du complexe d'Oedipe n'a pas débusqué la mère de cette position. Pour autant qu'il reste pour la mère le signifiant de ce phallus qui lui manque dans son partenaire sexuel, l'enfant sera pris dans la relation névrotique dont les formes phobiques nombreuses fournissent à l'analyse un contingent appréciable de jeunes mères. Mais si, objet réel, il devient l'écran sur lequel se projette ce manque qui intéresse la mère, au-delà de son objet d'amour, il sera l'objet d'une relation perverse de type analogue à la perversion fétichiste. Le propre d'un tel objet est d'être à la fois l'élément central du jeu du désir et extérieur aux voies de son accomplissement. S'il n'y a pas sublimation chez ce type de mère,
C'est la pente perverse qui amène celle-ci à développer et entretenir une véritable érotomanie à l'endroit de son enfant, et spécialement de son corps et des soins y attenants, sur fond de complaisance silencieuse et d'incurie la fonction paternelle de celui qui devrait l'incarner. L'enfant subit alors une parfaite capture de son corps et de ses pulsions par sa mère, d'autant plus qu'il est toujours prêt à y répondre par propension naturelle, oedipienne, en se constituant lui-même comme l'objet qui comble le manque de l'autre grand A. Mais il faut encore, pour finir, situer un autre cas de figure de la perversion de la libido d'une femme, celui redoutable de Ravage, examiné par Pira Olagnier dans son étude sur la féminité. Elle montre qu'une femme est cet être qui nourrit très fréquemment un certain fantasme, celui précisément de devenir, d'être pour l'autre aimé, grand A, l'autre aimé, tout radicalement, mais tout exclusivement aussi, l'objet de sa passion. L'objet unique, il faut mettre un O majuscule, l'objet unique de sa passion. Elle dit ainsi que cet attrait particulier qu'exerce sur la femme la passion est ce qui peut lui servir de porte d'entrée de l'enregistre de la perversion. Remarque sur la féminité et ses avatars dans le 1, page 76-79. Pierra Olagnier explique très bien, dit Joël Dor, que c'est au nom de cette visée idéale à travers laquelle la femme peut se supposer la seule à être désirée, à savoir la seule à devenir exigence vitale, dit-il, exigence vitale, comme s'exprime Olagnier, pour le désir de l'autre, que se pervertirait la dynamique féminine du désir. Exigence vitale de l'autre. Pour Pierre Olagnier, rien de mieux pour illustrer cette disposition féminine toujours possible que d'aller y voir du côté du masochisme, que Freud a appelé féminin pour les femmes comme pour les hommes, rappelons-le ici. Le masochisme féminin concerne les deux sexes. D'aller y voir au moyen d'un exemple des plus classiques, celui du fantasme de prostitution. Citons encore ici la démonstration qu'en fait notre regretté collègue Joël Dor dans la conclusion de son ouvrage sur la structure perverse. Joël Dor, je n'ai pas cité. Joël Dor, Structure et perversion, l'espace analytique de Noël 1987, page 264. Citons donc Joël Dor sur la structure perverse. Il termine comme ça, c'est la fin de son ouvrage. La fascination, dit-il, exercée par la prostitution tiendrait avant tout à l'interaction réciproque de la transgression et de la soumission. Plus l'objet féminin est maltraité et rejeté, plus il est investi comme objet dispensateur de jouissance. De ce point de vue, le personnage de la prostituée apparaît immanquablement comme celui qui parvient à faire coïncider la position masochiste féminine avec l'objet par excellence de la jouissance. De fait, la prostituée tend à occuper la place de l'objet du manque dont on jouit et signifie comme telle que la femme incarne la preuve même d'une victoire sur la castration, Instituée dans une totale soumission à toutes les exigences du partenaire, elle lui assure fantasmatiquement qu'il ne lui manque rien. Elle devient ainsi la seule et unique à satisfaire le désir de l'autre. C'est à travers cette représentation masochiste de la prostitution fantasmée par une femme, ajoute Joël Dor, à partir du travail de Pierre Olagnier, que le désir comme tel se pervertirait en devenant passion. Page 264. Cependant, nous ne conclurons pas comme notre regretté ami Joël Dor. Malgré ce qu'il appelle lui-même
très joliment, l'efflorescence de ces manifestations perverses féminines, l'efflorescence. Il se refuse à conclure qu'il existe une structure perverse féminine. Il n'y voit que l'actualisation chez la femme de vestiges de la perversité polymorphe de l'enfant. Ainsi, cela lui permet-il à la dite femme de se faire l'instrument adéquat à servir la perversion d'un homme. Dore se refuse à la voir perverse, la chère femme. Le réel de l'absence phallique chez celle-ci semble pour lui incontournable et l'empêche de verser les manifestations perverses des femmes au compte d'une perversion dite sexuelle, une perversion sexuelle proprement dite comme chez l'homme. Nous nous inscrirons ici en faux. Les femmes perverses existent, manifestement. Médée, Médée qui tue ses enfants n'est pas un ange. Messaline avec ses amants non plus. La Dalila avec la trahison de son Samson, ce n'est pas rien. Salomé, la danseuse érotique qui fait bander Hérode Antipas pour obtenir la tête de Jean-Baptiste, non plus. Pas plus que Lucrèce Borgia, pas plus que Lucrèce Borgia, ou la reine Christine de Suède, pas plus que Marie Ière Tudor, dite Marie la Sanglante, jusqu'à cette princesse d'Europe centrale qui attirait à elle les jeunes filles afin de les, entre guillemets, consommer jusqu'en se baignant voluptueusement dans le sang, dans leur sang fraîchement récolté, etc., etc., pour la série de ces dames perverses que l'histoire a retenues. Alors pourquoi cet acharnement à vouloir faire échapper les femmes à la perversion? Alors que tout porte à croire que toute femme a bien toutes les capacités à entrer toute voile dehors, je dirais, dans le champ de la perversion. Par les avatars de son narcissisme, toujours énigmatique en son fond, par la pente glissante que représente la maternité, le maternage, sur fond d'incurie de l'homme à lui faire la loi, celle du désir, celle de la castration, par enfin cette propension à la fascination de la question de la passion dont elle semble se faire à chaque fois la championne. Il s'agirait, in fine, d'une façon d'approcher, d'aborder la perversion en sa définition. Si l'on met au centre de la structure perverse le déni, le désaveu de la castration, on récolte autant de femmes perverses que d'hommes. Si dans un deuxième temps l'on place le fétiche comme l'élément central, réactif, défensif, contre la castration insupportable, et le fétichisme comme le fonctionnement nodal de la perversion, en disant pas de perversion si pas de fétiche au départ, l'on obtient la position suivante. Il n'existe de perversion, parce que sexuelle, que chez l'homme. La femme s'en trouve alors exemptée. L'absence de pénis n'étant pas chez elle cette horreur accomplie par le fétiche comme chez l'homme. Mais cela ne marche pas comme cela. La question de la castration ne se centre pas sur le pénis, mais sur le phallus, imaginaire et symbolique. Et là, les deux sexes sont concernés. Ils sont donc de même concernés tous deux par la perversion. Mais comme nous venons de le voir ce soir, cela ne se pose pas et ne se développe pas tout à fait sur le même mode, à cause des trois modes d'existence du phallus. Le phallus en tant que réel, le pénis, est présent sur le corps de l'homme, absent sur celui de la femme. Le phallus en tant qu'imaginaire est fantasmé dans les deux sexes, mais selon des modalités différentes. Le phallus en tant que symbolique, les deux sexes y sont soumis sur le même registre de la parole et du langage, c'est-à-dire contrainte, c'est-à-dire de la contrainte et de l'incomplétude qui ont pour nom unique la castration symbolique. Et c'est là, me semble-t-il, ce que Lacan désignait quand il parlait de la grandeur perverse de toute femme. C'est que sur ce plan de la perversion, il ne faudrait plus en rien placer la femme ailleurs que sur un pied de parfaite égalité avec les hommes.
en matière de perversion, elles n'ont vraiment rien à leur envier. Je vous remercie. Voilà où la confusion du pénis et du phallus nous a entraînés. Il y a longtemps eu un côté vouloir sauver les femmes de la perversion, où il y a eu un côté c'était pour les messieurs, c'était pour le sexe mâle, je ne sais pas pourquoi. Ça a duré des années, des années. J'ai juste une question. À part Pierre Oulanier, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui parlent de la perversion féminine? Parce que c'est surtout des auteurs hommes qui, enfin, qui écrivent. C'est curieux, non? Oui, non, il y en a eu quand même. Au début du féminisme et de la psychanalyse dans les années 70, leur nom m'échappe là sur la minute, il y a eu ces élèves de Lacan, il y a eu aussi celle qui avait fondé la librairie des femmes, Antoinette Fouque, et cette autre qui avait été mannequin et qui était devenue élève de Lacan, comment elle s'appelle? Elle habitait rue Gaudemer, pas rue Gaudemer, rue Guillaumer, excusez-moi, Madame Gaudemer, rue Guillaumer, au côté du Luxembourg. Je ne sais pas, cette grande. Bon, il y a eu aussi Catherine Millot, il y a eu toutes ces analystes de ces années 70-80 qui ont parlé de ça dans le mouvement d'Antoinette Fouque également. Hein. Si, il y a eu pas mal d'analystes femmes, mais là je vous parle des années 60, ça. C'est au moment du congrès d'Amsterdam sur la sexualité féminine, où Lacan va faire d'ailleurs un texte, et c'est là, ce dont on parle, c'est les années 70, 70, 75. La librairie des femmes, c'est ces années-là. Là, on commence à parler d'une autre manière de la perversion femme. Il faudrait reprendre tout ça, hein, mais là je parlais de la première fois qu'on en parle en quelque sorte. Hein. Le congrès d'Amsterdam, c'est un congrès extrêmement important. Mais à partir de là, il y a eu d'autres travaux. Je ne peux pas les aborder ce soir. Comment s'appelle-t-elle? Donc, il n'y a pas que des travaux des hommes. Et ce sont des travaux aussi qui ont été matinés de féminisme. À partir du démarrage de ce de féminisme dans les années 75, autour de Antoinette Fouque, la librairie des femmes, l'homosexualité féminine, la psychanalyse, où tout ça s'articulait ensemble. Euh, j'ai cet avantage d'avoir vécu cette époque et ces trucs-là. Mais c'était très, très actif. Ben, Bernard, même génération, tu peux en témoigner. C'était très actif. Il y avait plus un refus comme ça d'attribuer la perversion aux femmes. Mais c'est tout de suite parti. Et ça a flambé du côté de, oui, elles peuvent être perverses. Et alors? Et tant mieux. Et elles ont le phallus. Elles auront le pouvoir. C'est parti dans un mouvement comme ça, qui n'est plus psychanalytique, mais qui était déjà sociologique. Ça fera la transition, si vous voulez, avec ce que je vais vous dire dans le triptyque, dans le trépied, dans les trois volets qui vont venir, euh, que j'ai appelé, que j'ai appelé jouissance versus désir. On peut d'ailleurs dire désir versus jouissance, qui va reprendre trois fois ce que j'appellerai la prochaine fois que l'on passe d'une théorie de la perversion restreinte, pour parler un peu comme Einstein, à une théorie de la perversion généralisée dans notre société.
C'est pour ça qu'on est parti des perversions sexuelles. Puis comme c'était pas sexuel au sens du pénis chez la femme, on savait pas comment faire. C'est ce que j'ai développé ce soir. Alors, elle a eu une relation perverse, mais elle pervertit sa libido. Qu'est-ce que ça veut dire pervertir sa libido? C'est la perversion, c'est pas de la perversion. Alors, comme ils n'ont pas de pénis, voilà, je vous ai montré le moment de bascule 60, où on commence à en parler, relation perverse, mais pas de perversion sexuelle chez les femmes. C'est tout à fait étrange, c'est un quasi-déni. Puis après, ça va devenir, oui, il y a des perversions sexuelles chez les femmes, mais ça va se mélanger un tas de choses. Ça va se mélanger surtout au féminisme, à une revendication de la sexualité. La question de la jouissance va être en plein dans ces années 70, bien sûr. On n'entend plus beaucoup parler du désir, mais c'est la jouissance. J'expliquerai ça dans les 3 dernières séances. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas que les hommes. Il y a eu que les hommes longtemps. Il y a encore les hommes, là, 60, mais ce congrès de la féminité Amsterdam fait basculer les choses. Voilà. C'est le point de bascule. C'est le point historique de bascule. C'est pour ça que je veux vous en parler. Comment s'appelait cet analyste? Bernard, tu ne peux pas m'aider? Oui, mais j'ai essayé de le dire, mais mon micro était fermé. C'est pas Michel Montrelet? Voilà, Michel Montrelet. Michel Montrelet. Tous les travaux de Michel Montrelet, qui s'est ensuite intéressé aux hommes, à la sexualité masculine. Elle était la première, comme femme, à s'intéresser à la sexualité masculine, pour pas dire des textes, hein. Il faut reprendre toute l'œuvre de Michel Montrelet, qui est absolument importante sur cette question. Mais là, on est des années 75-80. Michel Montrelet, donc, AE de l'école freudienne de Paris. Donc, si je vous entends bien, une des difficultés d'aborder la perversion, en tout cas du côté féminin, c'était qu'on la liait beaucoup trop au sexe. Enfin, Oui, que finalement, la perversion de la libido, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste dont vous avez dit que vous allez parler la prochaine fois. oui, oui. Pour les hommes, c'est centré sur cette histoire de pénis, mais de phallus, mais mal compris comme le pénis, qui n'est pas tout à fait le phallus, ou qui n'est qu'une version, ou qu'une... Oui, c'est ça. Mais on n'arrivait pas à sortir de là. Perversion voulait dire perversion sexuelle. Perversion, on l'a dit au début cette année, perversion traditionnellement en psychiatrie, aussi, perversion quant à l'objet, perversion quant au but. On avait toute une série de perversions, souvenez-vous, quant à l'objet, et une autre série quant au but. Et quand on avait ça, on avait toutes les perversions sexuelles possibles. Krafft-Ebing, Avlokelis, voilà, on a toutes les perversions. C'était toujours masculin, puisque c'était toujours autour de la question le phallus considéré comme le pénis, sur le corps masculin et pas sur le corps féminin. On n'en sortait pas de là. Il a fallu, qu'est-ce que c'est l'ouverture? C'est dire la femme, non, mais si, perversion de sa libido. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire, perversion de sa libido? Est-ce que l'homme, quand il est dans la perversion, les perversions sexuelles avec son sexe, est-ce que c'est pas une perversion de sa libido? Vous voyez, c'était très ambigu. Alors, celle qui a ouvert comme ça sur la question de la perversion de la libido, ça a duré quand même 15-20 ans. C'était déjà une ouverture. On n'avait plus besoin de la question du pénis, mais on avait plus la question de la question du phallus. Perversion de la libido, c'est une perversion qui concerne le phallus, qui concerne le phallus imaginaire, qui concerne la castration imaginaire. Donc voilà, cette ouverture s'est faite à ce moment-là, puis ça a été suivi de ce que je dis, les années 70-80, la fin de Lacan, le féminisme avec Antoinette Fouque qui n'arrêtait pas de tailler des croupières à Lacan, elle était pas en analyse avec Lacan, elle était en contrôle avec Lacan, et ça chauffait dur, hein, les années 75, 76, 77, ça a poussé Lacan à aller plus loin sur cette question. Donc, il y a des femmes qui se sont intéressées. On a cité Michel Montrelet, on peut citer Catherine Millot, qui, comme tout le monde le sait, fut la maîtresse de Lacan aussi les dernières années. Et on peut citer certainement d'autres femmes. Ben, parce que
comment il s'appelle, Vladimir Granov, François Perrier, tout ce monde-là, tout ça, c'est parti du côté du quatrième groupe. Alors, ça finit par parler, comme je vous ai cité, c'est de la littérature quatrième groupe, hein, ça ne parle pas comme Lacan, ça parle quatrième groupe, c'est très bien écrit, quand on relit, c'est bien écrit, mais qu'est-ce qu'ils disent exactement? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des phrases toujours un petit peu très jolies, mais alambiquées. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Alors, les nouvelles théories sur les perversions, ça a été dû effectivement au courant homosexuel dans le féminisme, qui était aussi en analyse. Voilà. Et ce courant homosexuel qui a repris la question, parce que vous avez entendu tout à l'heure, l'homosexualité féminine, c'est du côté de la perversion ou c'en est pas? Voilà. Alors, ces analystes de cette époque-là vont dire, mais c'est pas du tout de la perversion. C'est pas ça la perversion. C'est une voie comme une autre chez une femme de sa sexualité, mais c'est pas de la perversion, ça ne peut pas être nommé perversion. Ceci dit, à travers cette pratique, quelque chose de la perversion se dit quand même à propos de la libido. C'est complexe. C'est vrai que j'ai pas le temps de développer la suite. Peut-être qu'on verra, non, dans les triptyques, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler toujours de la perversion, mais comment ça envahit les sociétés depuis les années 90, 2000, comment c'est complètement envahissant et c'est toujours de la perversion. Et c'est toujours une question phallique, mais c'est pas une question pénienne, d'où tout le monde est concerné. J'ai une question parce que la, la perversion de la libido, Oui. c'est un usage. C'est la libido en tant que telle, c'est ni pervers ni non pervers, ou est-ce que je suis Non, à non, je suis côté? d'accord avec vous. Oui, oui, Donc oui. c'est vraiment un usage de la libido, mais qui serait alors détourné de quelle finalité, entre guillemets, non perverse, on va dire non perverse plutôt que normale. Comprenez bien que ça nécessite en retour d'avoir d'abord défini qu'est-ce que c'est que le normal chez une femme pour sa sexualité. Alors, le normal, c'était très longtemps voué à la maternité, et une femme n'avait pas le droit de jouir, si je puis dire. Mais quand on a découvert qu'il y avait une jouissance féminine, ça a tout foutu en l'air. Il n'y avait pas que la maternité. Alors, on parlait de libido, mais qu'est-ce que c'est que, vous avez raison, qu'est-ce que c'est qu'une perversion de la libido? Et cette perversion de la libido chez une femme, qu'est-ce que c'est de différent que quand un homme est pervers qui pervertit sa libido? Vous voyez, c'est devenu complètement embrouillé. Voilà. Alors, toute perversion est une perversion de la libido. Une perversion de quoi sinon? Voilà, on en est là. On en est là. On essaiera d'en dire un peu plus, mais on en est là. Perversion de la libido, ça veut dire quoi? Quand elle s'offre dans son masochisme à un homme pervers, on dit qu'elle pervertit sa libido. Mais elle devient quand même perverse. Elle est dans la perversion. Dire de la libido, qu'est-ce que ça ajoute? C'est pas centré sur le pénis qu'elle n'a pas, c'est sûr, mais c'est centré sur le pénis de l'autre qui l'a. C'est souvent comme ça qu'a été aussi étudiée la perversion chez les femmes, c'est qu'elles deviennent très facilement, comment dire, la compagne de la perversion de l'homme. C'était l'exemple tout à l'heure de la prostitution, puisque dans la prostitution, elle est malmenée. Comme elle est malmenée, ça excite l'homme. Quand elle est malmenée, elle devient vraiment l'objet qui va la combler. Et en étant malmenée, elle s'offre complètement aussi. Et l'homme, il est ravi. Donc elle se sacrifie complètement. Mais le sacrifice féminin, on connaît. Elle se sacrifie pour la jouissance de l'homme. Mais sa jouissance, c'est le sacrifice à la jouissance de l'homme. C'est compliqué, mais c'est de la perversion quand même. Mais elle est de structure à ce moment-là? La perversion, Oui. qu'est-ce que vous voulez dire par de structure? Oui, au sens où tout le monde, là, oui, tout le monde est sujet à ça, oui. C'est-à-dire que ça se montre autrement. Mm.
L'homme, il a un pénis. Les exhibitionnistes, ils exhibent leur pénis. Mais vous avez jamais vu des femmes qui exhibaient leur sexe? Elles n'exhibent pas leur pénis, elles exhibent bien leur sexe. Ça existe des exhibitionnistes femmes aussi. Je ne vois pas où vraiment il y a des modalités différentes, mais il n'y a pas de différence. À la fin, j'ai réuni tout le monde. Tout le monde est sujet à la perversion. J'ai cité quand même pas mal de femmes de l'histoire, mais dès qu'il tue ses enfants, c'est pas un ange, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Médée, il y a eu Messaline, Salomé, la danseuse érotique. Je m'excuse, j'étais un peu cru, j'ai dit qu'il fait bander Hérode Antipas pour obtenir la tête de Jean-Baptiste. C'est une sacrée perversion. Jean-Baptiste s'est refusé à elle, elle se sert de son pouvoir pour que Hérode Antipas coupe la tête à Jean-Baptiste. C'est quand même drôle de salope, non? Il y a une drôle de... Si c'est pas ça la perversion, elle se sert quoi? Elle fétichise son corps pour pour exciter Hérode. Elle danse... bon, voilà. C'est quand même un certain projet qui met en route une perversion féminine qui se sert de son corps désirable pour un homme comme Hérode, mais s'en sert dans un but qui n'est pas d'aimer ou désirer Hérode, il s'en sert dans un but de tuer Jean-Baptiste qui s'est refusé. C'est quand même un drôle de truc quand vous réfléchissez. Ou cette princesse-là d'Europe centrale qui tuait les jeunes filles, bon, qui les consommait, j'ai dit entre guillemets, bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire, puis qui les tuait et qui se baignait dans leur sang. C'est quand même un drôle de truc, ça. C'est bien l'équivalent de ce que font les hommes, non? Bien sûr, il y en a moins. Les hommes, c'est quantitativement plus. Mais quand les femmes s'y mettent, c'est pas rien. Donc, j'essaie toujours d'attraper une libido qui serait pas détournée ou renversée ou perverse serait une libido qui s'orienterait vers l'amour, si je vous entends bien. Mais enfin, je sais pas, je Oui, questionne, hein. oui, oui. Donc, Libido qui ne serait pas orientée vers la perversion, ça serait une libido qui s'oriente vers l'amour. ben, c'est un peu ce que j'extrais de ce que j'entends. Voilà. Je, Oui, je suis pas sûr d'être très, très orienté. oui, c'est ça, pervertir alors. Pervertir, c'est ne pas aller vers l'amour. C'est s'en servir, c'est retourner, c'est comme fait, oui, c'est mettre au service d'autre chose. Mais est-ce que l'amour, c'est le but naturel? Je sais pas, mais en tout cas, je crois savoir que l'amour a en tout cas pas d'objet. Enfin, l'objet est symbolique, c'est pas un objet réel, enfin, c'est matériel. C'est Oui, alors que dans la perversion, c'est quand même matériel. dans la perversion, mais sexuelle ou la perversion en général maintenant. Quand une femme fétichise son corps pour l'offrir à son pervers compagnon, c'est quoi? C'est quand même très matériel. Elle l'offre à la jouissance de l'autre, tout, tout en n'étant pas forcément elle-même. C'est pour ça que les hommes croient toujours que les femmes sont comédiennes. Elles ne sont pas toujours. Elles sont des fois sincères. Mais enfin, derrière ces questions que je me pose, c'est finalement lorsqu'on parle, est-ce qu'on n'est pas automatiquement sujet à une certaine forme de perversion? Le fait même de parler, l'usage des mots, de la parole, etc. Enfin, mais sans que ce soit qu'on veuille la mort de l'autre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça ouvre quand même des questions enfin, abyssales. Oui, 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 oui. Ben oui, quand on parle, on est déjà dans la perversion. Ben oui, bien sûr.
puisque la langue, le langage sert autant à mentir qu'à dire la vérité. Donc on peut très vite jouer avec la langue. Je n'irai pas jouer de la langue parce que ça devient équivoque, mais jouer avec la langue. Jouer tout de suite avec la langue, oui, puisque la langue s'y prête à l'équivocité, elle s'y prête. Donc la perversion est déjà là dans la langue, possible dans la langue. Et quand un amour se déclare et il dit je t'aime, l'autre, il ne sait pas si c'est vrai. Il va falloir le répéter 10 000 fois et encore, la confiance n'est pas là. Ou si quelque chose arrive, la confiance n'est plus là. Pour se rétablir, il va falloir encore 10 000 ou 10 millions de je t'aime, parce qu'on ne sait pas si l'autre est pervers ou pas. On ne sait pas s'il est sincère. On ne sait pas s'il est sincère. Donc la perversion, elle est dans le langage. C'est pour ça que beaucoup de personnes se taisent. Donc ben justement, ça fait le pont avec la prochaine fois. On verra que la perversion, on est très loin aujourd'hui de la question sexuelle du pénis, du phallus. On est passé des perversions sexuelles centrées sur le phallus aux perversions, où la libido est pervertie, c'est encore sexuel, mais il n'y a plus la question du pénis en tous les cas, c'est la question du phallus, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, phallus imaginaire, phallus symbolique, castration, et puis on va passer maintenant à la perversion qui va plus parler du phallus ou du pénis, la perversion justement qui passe par la langue, qui passe par les mots d'ordre, qui passe par les déclarations. On pourra arriver jusqu'à Poutine, hein. On pourra arriver à ça ment tout le temps. Et c'est de la perversion. D'essayer d'embarquer l'ennemi dans des fausses déclarations pour le couillonner, etc. On est dans un monde de la perversion. Est-ce qu'elle est sexuelle? On est à la racine sans doute. Mais c'est de la perversion. C'est du pervertere, du verbe latin, pervertir, retourner, dévier. C'est de la parole déviée. Il est plus du côté de la jouissance, alors. Ah ben c'est que de la jouissance, justement. C'est pour ça qu'on va parler de désir et de jouissance, qui n'est pas la même chose, et d'amour, bien sûr. Les trois, les trois, les trois, les trois choses infernales, amour, désir, jouissance, qui ne sont pas la même chose, qui peuvent s'articuler, se désarticuler ou privilégier l'un aux dépens des deux autres. Quand il y a de la jouissance sans amour, Lacan a parlé de ça, condescendre à l'amour, le désir, la jouissance. Le désir, c'est l'objet qui manque, qui déclenche le désir. La jouissance, c'est la jouissance concrète du corps de l'autre. C'est quand même pulsionnel. Mais si c'est que pulsionnel, ça va pas trop loin non plus. Ça débouche sur la perversion. Mais l'amour lui-même pur aussi, ça débouche aussi sur la perversion. Bon, Lacan l'a étudié dans le séminaire sur le transfert. Il y a beaucoup d'amour et d'amour en plus chrétien, hein, avec la deuxième partie qui ne concerne pas qui ne concerne pas le- le banquet, mais qui concerne euh, signe de Coufontaine. C'est une succession de perversions. Et ça se passe dans le langage, y compris avec le pape, qui n'est pas, euh, qui n'est pas formidable dans ce qu'il dit et qui pousse à la perversion pour sauver la religion contre le sujet, contre Signe, contre sa fille. C'est Oui, vous avez raison d'introduire le langage parce que c'est là que ça se passe, c'est le chant. On n'a pas besoin de passer par le sexe, par le corps, par le sexe, par le phallus. Ça se passe dans le langage, qui est vraiment le chant phallique, par excellence.
Il est tard pour nous, non? On va s'arrêter. Mais j'espère que vous serez là pour les trois volets sur, jouissance versus désir, parce que je crois que ça va vous faire plaisir aussi. On va élargir ce champ tout en restant sur la perversion du sujet, mais on va l'élargir, on va voir comment ça résonne jusqu'à aujourd'hui dans la société. Et la société qu'on est en train, non pas de nous préparer, parce qu'elle est là, mais avec le danger que ça représente, parce que c'est la perversion généralisée aujourd'hui. J'essaierai de montrer que c'est la perversion généralisée dans notre société. Alors volontiers pour le À triptyque. l'entrée, d'accord.